Alors, merci Monique Lévi-Strauss d'être venue à Bruxelles pour présenter ce livre. Il va être difficile de ne pas vous situer par rapport à votre époux, bien évidemment, Claude Lévi-Strauss, même si ce n'est pas du tout pour ça que vous êtes là. Vous avez fait le voyage jusqu'à nous pour présenter ce livre, Une enfance dans la gueule du loup, qui est un livre de souvenirs à la fois de jeunesse et de guerre. Un livre tout à fait étonnant qu'on va découvrir avec vous, puisque, voilà, mais donc je dis donc que c'est bien vous qui venez en tant qu'auteur, puisque ce livre s'arrête précisément au moment où vous rencontrez Lévi-Strauss et vous dites d'ailleurs, ici s'arrêtent mes confidences. On peut espérer qu'il y en ait d'autres après, mais est-ce qu'il y en aura d'autres après? Vous avez pris goût aux mémoires? Alors je vais répondre de mon mieux aux questions qu'on me posera. La première, est-ce qu'il y aura des confidences? Peut-être, mais sûrement pas sur ma vie de femme mariée. Non, bien sûr. Alors ce livre-ci est à la fois un livre de famille et d'amitié, puisque vous avez commencé à l'écrire pour vos petits-enfants, et puis vous l'avez repris à l'instigation de Maurice Hollandaire, directeur de la librairie du XXIe siècle, qui est aussi professeur à la Haute École des Sciences Sociales de Paris, Haute École qui, sous l'influence de Claude Lévi-Strauss, vous voyez que j'y reviens quand même un tout petit peu, allait insérer dans sa philosophie le concept d'une histoire dont le passage est presque imperceptible. Et ceci nous ramène à ce livre-ci, puisque, sous couvert de mémoire et de souvenirs intimes, eh bien, on plonge vraiment dans la tragédie de l'histoire du XXe siècle, cette fois-ci, et une plongée inattendue, puisque j'avais envie de dire que c'est pas Fabrice à Waterloo, mais c'est un peu Monique dans la Roure, puisque vous allez nous le raconter, mais votre père vous a entraîné, vous et votre famille, dans la gueule du loup, en pleine guerre, au moment où les autres pères pensaient plutôt à mettre leur famille à l'abri. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que mon père s'est complètement trompé. Il était pacifiste. Il avait fait la guerre de 14 dans les tranchées, entre 16 et 20 ans, et il croyait que 20 ans après, il n'existait personne qui veuille une seconde boucherie comme celle qu'il avait vécue. Donc il était persuadé qu'il n'y aurait jamais la guerre et que les histoires de Munich et autres discussions entre les chefs d'État totalitaires et puis les autres, eh bien c'était des discussions mais qui se résoudraient par des compromis et qu'il n'y aurait jamais de vraie guerre. Donc on lui a proposé d'aller passer 2 ans en Allemagne comme ingénieur conseil et ça a beaucoup tenté mon père. Il s'est dit que nous partirions 2 ans de là-bas. Donc c'était moins de l'inconscience qu'une confiance absolue dans les institutions démocratiques. C'est ça, c'est ça. Bon. Et vous dites que ces 6 années en Allemagne ont compté plus que tout dans votre vie. Oui, parce que c'est très très long de se sentir piégé. Je pense que quand on est en prison, les journées doivent être très très longues aussi. Ben, c'est un peu ça, de se trouver dans un pays dont on ne peut pas sortir et puis dans une guerre dont on n'aperçoit pas la fin parce que nous étions en Allemagne et nous entendions la propagande allemande. Et évidemment, la propagande allemande ne faisait que nous faire croire que les Allemands gagneraient forcément la guerre. Et il a fallu vraiment attendre Stalingrad pour que la population allemande commence à avoir des doutes. Mais c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que vous êtes à la fois otage de la naïveté de votre père, otage d'un pays, otage de la situation bien évidemment, et jeune fille, comment est-ce que, effectivement, on se demande comment vous avez fait pour vivre toutes ces contradictions, pour à la fois essayer de ce que vous faites, d'apprécier la culture allemande, et en même temps écouter Radio Londres, ce que fait votre mère en cachette quand c'est possible à la fin. Ah non, ma mère écoutait tous les matins la BBC à 6 heures parce que c'est le seul moment où la voix de la BBC passait sans être brouillée. Le reste de la journée, il y avait un brouillage. Enfin, je ne sais pas techniquement comment on pratique un brouillage, mais les Allemands savaient parfaitement brouiller. Or, à 6 heures du matin,
il brouillait beaucoup moins et maman pouvait entendre en anglais les nouvelles. Ça, c'est tout à fait étonnant quand même d'être Ah ben, heureusement qu'il y a eu la schizophrène. BBC et vraiment on peut rendre hommage à tous ceux qui se levaient tôt pour nous donner des nouvelles, parce que la BBC au moins c'était des nouvelles objectives et on avait une idée de ce qui se passait dans le monde, parce que les Allemands ils ne disaient vraiment rien, ils transformaient tout en victoire. Et que vous faisiez alors? Parce que vous alliez à l'école, la Oui. journée vous deviez Alors, en apparaître 39, et puis... J'avais... Quelqu'un fait un signe là-bas, vous n'entendez pas? Non, je fais signe pour mon épouse qui entre. J'espère qu'elle a reçu votre signe. Voilà, eh bien j'avais donc 13 ans en 1939 et mon frère avait 11 ans et demi et on nous a mis à l'école naturellement. Donc j'ai été à l'école jusqu'en 44 et en 44 j'ai passé le bachot allemand qui s'appelle Abitur. Oui, mais je vous dis, il y avait une part de dissimulation, vous deviez taire ce que... Bah bien sûr, maman étant juive, on savait qu'il ne fallait jamais évoquer ce sujet et puis il fallait surtout jamais dire ce que nous pensions, parce que nous ne pouvions pas penser Tout, à l'unisson de la propagande allemande. On va revenir un peu en arrière, puisque votre père était belge, Oui. il était gantois. Il a eu une enfance à la dure, vous racontez ça très Oui. bien. Et puis, finalement, c'est à la faveur de la guerre de 14, si j'ose dire, qu'il a pu faire des études à Solvay et puis à Harvard après. Oui, Donc là, à quelque chose, malheur était bon, il a pu quand même... oui, oui. Pour lui, il s'était engagé volontaire à 16 ans en 1914 parce qu'il pensait que c'était la seule possibilité qu'il avait, n'ayant pas fait d'études scolaires, de rejoindre les gens qui avaient eu une éducation. Et en fait, c'est vrai, puisque d'avoir fait la guerre, ça lui a donné la possibilité d'aller à l'université et d'avoir des études. Et d'aller aux États-Unis où il va rencontrer votre mère, alors d'origine juive autrichienne, mais Oui. vivant à Paris. Et de passeport américain. Oui. Et alors là, c'est deux milieux complètement différents, c'est ce que Oui. vous dites. Votre mère est d'un milieu très aisé, très cultivé, très Oui. polyglotte, Oui, sûrement. tout à fait, oui. Et Oui. européen Oui. par toutes les fibres, Oui. et puis votre père, pas du tout de ce milieu-là. Pas du tout. Donc c'était un Non. drôle de couple, vous en parlez. Oui, moi je voulais revenir un peu donc à cette situation étrange de vous, enfant, dans ce collège allemand avec votre frère. Donc vous apprenez cette langue que vous ne connaissez pas. Vous devez même déchiffrer les caractères gothiques qui ont été remis à l'honneur par Hitler. Et même écrire en Et gothique. même écrire. On n'avait pas Ah. le droit d'écrire dans notre écriture, je ne sais pas comment on dit, romaine, enfin. Oui, bon, Il fallait... Tous mes devoirs étaient en gothique. Ça, c'est dur. Enfin, Oui. puis c'est Vous le surtout dites. tout à la fois. oui. Et puis en plus c'est une écriture qui est tellement liée à Hitler que ça devait être doublement douloureux. Oh, ça, je ne peux pas dire, parce que l'écriture gothique, elle Non, elle était avant. oui, mais elle n'était plus utilisée Ah de non, mais c'est manière... lui, bien sûr, qui a voilà. voulu remettre tout à l'allemande. Oui. Et en même temps, ce qui est très... Enfin, c'est merveilleux dans votre livre, c'est que vous racontez avec... Vous avez gardé la curiosité, le sens de l'observation, la fraîcheur aussi de la jeune fille que vous étiez, parce que la vie, elle est là, et il y a toute cette souffrance de la guerre, mais vous êtes impertinente, vous êtes intelligente, vous êtes curieuse, et vous On est un être humain. oui, mais, Oui, alors, mais je veux dire, vous vous êtes pas fermé à ce que ça pouvait aussi vous apporter. Vous lisez Goethe à 15 ans, par exemple. Bah, Goethe, c'est merveilleux. Enfin, quand on a la chance de découvrir Goethe, c'est... Dans le texte, en plus. Oui, oui. Mais il faut dire aussi que j'ai rencontré, et toute ma vie était comme ça, pas seulement pendant la guerre, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans la vie et qui m'ont vraiment, permis de franchir des caps difficiles. Alors, apprendre la langue allemande, c'était très difficile, mais il y a des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait comprendre l'étymologie, et puis qui m'ont montré la beauté de la poésie allemande. Oui, mais c'est ça que je trouvais merveilleux, c'est que vous ne vous êtes pas fermé, vous n'avez pas
Vous auriez pu sombrer. Voilà, et au contraire, vous avez pris ce qu'il y avait Oui, dedans. mais l'être humain, il est comme ça. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Vous n'avez pas beaucoup de choix, vous me dites, c'est à l'école en allemand. Enfin voilà, donc vous avez, grâce à votre milieu aussi, vous avez appris l'anglais, vous avez appris l'allemand, vous avez une teinture de culture belge, américaine, autrichienne par vos grands-parents, et tout ça fait une excellente française finalement. Oui, j'espère. Mais c'est vrai que vous êtes à l'image de cette Europe d'avant-guerre qui était très ouverte sur les cultures différentes et qui, celle dont parle Stefan Zweig aussi. C'était tout à fait ce milieu-là. Oui. 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 Oui, d'ailleurs, ce qui est touchant aussi, c'est que chaque ville que vous avez traversée éveille pour vous un opéra, un poème. Vous pensez à Heinrich Heine, à Goethe, à Wagner. Bien sûr, bien sûr. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce n'est pas une conférence, on fait ça à bâton rompu, en toute spontanéité. Maintenant, il y a une chose qui est nettement moins drôle, c'est qu'à 18 ans, vous avez donc fini l'école, vous pensez à faire des études de médecine. Et là, vous êtes à Weimar, donc vous avez travaillé à l'hôpital près de Weimar. J'ai été donc admise en première année de médecine à Bonn, et il se trouve, là encore, c'est une des chances que j'ai eues, c'est que le titulaire de la chaire de physiologie à l'université de Bonn était le père d'une de mes amies, une jeune fille que j'avais connue en 1940 à Düsseldorf. Et quand elle a su que je voulais faire des études de médecine, elle m'a dit « mais il y a de la place à l'Institut de physiologie, tu peux habiter avec ta mère chez nous ». Alors donc, j'ai pu habiter dans l'Institut de physiologie, enfin dans la résidence de l'Institut de physiologie à Bonn, ce qui était une chance énorme. Et c'est pour ça que j'ai commencé des études de médecine à Bonn. Et pendant l'été, on nous a envoyés en stage d'étudiants en médecine à l'hôpital de Weimar. Et alors dans mon livre, je raconte que juste au moment où Paris était libéré, c'est-à-dire je crois que c'était le 25 août 1944, eh bien il y a eu un grand bombardement sur Weimar et les environs. Et aux environs de Weimar, il y avait le camp de concentration de Buchenwald. Et certains des prisonniers travaillaient dans une carrière et les bombes sont tombées dans cette carrière, c'est-à-dire que des pierres ont volé en éclats et ça a été terrible parce que ça a cassé les membres de tous les hommes qui travaillaient dans cette carrière. Et c'est comme ça qu'à l'hôpital de Weimar, on a vu débarquer des camions avec de très grands blessés qu'il a fallu opérer tout de suite. Alors je raconte cette journée à Weimar. Et ce qui nous paraît toujours étonnant, c'est que apparemment les gens de Weimar ne savaient pas qu'à 25 km de là, il y avait un camp d'extermination. Est-ce que... Il y a le soir, quand je suis rentrée chez mes logeurs, parce que les étudiants, on leur demandait de louer une chambre chez l'habitant, eh bien, quand je suis rentrée le soir, j'ai dit que j'avais passé une journée vraiment terrible. Ce que j'avais vu dans cette journée, enfin, c'était inimaginable. Des amputations les unes après les autres, sans anesthésie, enfin des choses terribles. Et mes logeurs ne savaient pas qu'il y avait un camp de concentration, enfin tout près de là, à Buchenwald. Et ça m'a semblé incroyable, et je suis sûre qu'ils ne me mentaient pas, ils étaient ahuris, mais non, ils ne savaient pas. Ce qui a aussi étonné Georges Steiner, Weimar, qui est quand même cette ville aussi liée à Goethe et à l'humanisme, et que Buchenwald était un jet de pierre. Et puis ce que vous racontez aussi, c'est qu'on a remballé les parce déportés. On a pu faire des amputations que pendant à peu près 3 heures. Ensuite, l'ordre est venu d'en haut qu'il ne fallait plus s'occuper des blessés prisonniers, il fallait uniquement soigner les blessés SS, c'est-à-dire qu'ils avaient des gardiens SS, ces prisonniers, et qui étaient naturellement aussi blessés
puisque là les bombes ne font aucune différence. Et il y avait des blessés SS, et donc on a uniquement soigné les SS, et les autres ont été remis sur le gazon sur la place de Weimar. C'est évidemment une initiation un peu difficile à 18 ans. Bon, on reviendra peut-être par vos questions, mais je fais un bond, je continue votre chronologie, et après la guerre, vous revenez en France, vous allez aux États-Unis aussi, puisque votre mère a décidé de retourner aux États-Unis. Et par votre éducation, vos relations, votre famille, vous êtes en contact finalement assez vite avec l'intelligentsia de l'époque, surtout à Paris. Oui. Mais à New York, vous croisez André Breton. Oui. Et là, vous avez une anecdote très amusante que vous racontez dans le livre. C'est très futile. Oui, c'est futile, mais après Buchenwald, je pense qu'on a besoin d'un petit peu d'air frais. Oui. Eh bien, en arrivant à New York, nous avons habité chez ma grand-mère qui avait un appartement à Washington Square, c'est-à-dire au début de la 5e avenue. La 5e avenue, c'est un peu les Champs-Élysées de New York. Et une de mes cousines m'avait donné rendez-vous à déjeuner à la 57e rue. Et je me suis dit, bon, 57 blocs, je peux marcher, il faisait beau, je vais monter la 5e avenue. C'était beaucoup plus long que les Champs-Élysées, mais enfin, il faisait très beau. Alors je monte, et pendant que je montais, j'ai été étonnée parce que j'ai croisé beaucoup de personnes, des hommes grands et beaux, en civil, et ils baissaient les yeux chaque fois qu'ils me voyaient. Or, quand je montais ou que je descendais les Champs-Élysées, très souvent, les hommes me regardaient dans les yeux, et si c'était des soldats, même ils sifflaient. Alors moi, j'étais tout à fait habituée à ce qu'on me regarde, et puis voilà que sur la 5e avenue, tout le monde baissait les yeux un peu effarouchés. Et j'arrive à la 57e rue, c'était à l'OWI, où travaillait ma cousine, et je lui dis, c'est drôle, les Américains, ils ne vous regardent pas dans les yeux. Bon, elle me dit, non, en effet, ça ne se fait pas, c'est pas poli. Bon, alors d'autres meurent, et puis nous allons déjeuner, et là, à déjeuner, je lui dis, mais voilà un Américain qui n'a pas froid aux yeux, il me regarde depuis le début, et elle me dit, évidemment, c'est André Breton. Voilà. Et alors à Paris, vous croisez aussi des tas de gens, et vous êtes notamment, vous le racontez, à la table de Lacan, qui vous demande de traduire Mélanie Klein, dont il ne fera rien d'ailleurs, mais enfin voilà. Et puis vous allez rencontrer aussi un certain Claude Lévi-Strauss, on va quand même y revenir, qui est né à Bruxelles, qui est d'origine juive alsacienne lui aussi, et qui, comme vous, a été à New York, qui aime Goethe, qui aime l'opéra. Ça vous faisait un début de conversation, tout ça, quand même. Ah oui, bon, c'est très bien longtemps, oui. Assez longtemps, d'ailleurs. 60 ans. Alors, si vous permettez, je vais quand même glisser vers son travail que vous avez quand même bien connu. Quelques années avant de vous rencontrer, il avait publié sa thèse « Les structures élémentaires de la parenté » et il ne voyait pas très bien... pas quelques années, c'était juste quelques mois. Ah, quelques mois. Oui. En 49 ? Oui, il a soutenu sa thèse en 48, elle a été publiée en 49, et je l'ai rencontrée en 49. Ah d'accord, je pensais que vous l'avez rencontrée un peu plus tard. Peut-être même qu'elle est sortie après que nous nous soyons rencontrés. Mais je l'ai lu que 6 mois après. Voilà. Ah oui. Et à ce moment-là, il ne voit pas très bien son avenir dans un circuit académique classique. Il se met aussi plus tard à écrire Triste Tropique. Donc, sur son séjour en Amazonie, je ne vous l'apprends pas, en 35 et 39. Et vous avez côtoyé tout ça, vous avez travaillé avec lui, bien sûr, nous étions mariés quand il a écrit Triste Tropique, et lui n'y croyait pas du tout. Et il l'a écrit parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Il s'était présenté 2 fois pour être élu professeur au Collège de France, et il avait été battu 2 fois, et c'était le seul poste qu'il convoitait vraiment, et il s'était dit donc qu'il n'aurait pas ce qu'il voulait, qu'il n'avait plus rien à perdre. Et quand Jean Mallory, le directeur de la collection Terre humaine chez Plomb, lui a proposé d'écrire ses souvenirs d'expédition, il s'est dit après tout, ça ne sera pas de la science, je vais écrire mes souvenirs parce que je n'ai plus rien à perdre.
Et pendant qu'il écrivait, il me donnait son manuscrit 30 pages à la fois. Et enfin, moi j'ai été enthousiaste. Je devrais peut-être pas le dire, mais enfin. Mais vous n'êtes pas la seule en fait à être enthousiaste. Moi, j'ai adoré. Alors, et puis surtout, il y avait des passages très drôles. Il m'entendait rire pendant que je lisais. Et il me disait, tu te rends compte, et puis ça ne se vendra pas, puisque sa thèse, donc Triste Tropique a paru en 1955, et sa thèse avait paru en 1949. Et sa thèse, qui avait paru aux presses universitaires de France, eh bien, on en avait vendu 600 exemplaires en 5 ans, je crois. Et alors il me disait, tu te rends compte, ça aussi, ça va faire 600 exemplaires. Et je lui ai dit, c'est pas possible, ça c'est pas possible. Alors j'ai vraiment monté le moral pendant qu'il a écrit ce livre. Bon, je lui dirais que c'est pas possible que... Vous étiez dans le bon. Bon, là j'ai eu raison. Et vous avez traduit ces œuvres en anglais? Ah non, il y a eu de très bons traducteurs. Oui. Mais c'est pas vous qui l'avez fait. Mais donc... j'ai relu les traductions, oui, mais pas traduit. Mais cette approche interdisciplinaire qui était la sienne en matière d'ethnologie, il s'intéressait à la fois à la linguistique, à la psychanalyse, aux politiques, à l'observation de terrain, et ce sentiment personnel qui venait par-dessus, dont vous parlez, ça a trouvé un écho en vous, j'imagine. C'est pour vous une bonne manière d'envisager la vie, d'être comme ça, ouvert sur... non pas refermé sur une discipline, mais d'être perméable à tant et tant de choses. Ça enrichit beaucoup enfin, toutes les expériences qu'on a dans la vie, de pouvoir faire des passerelles entre les différentes disciplines, certainement, oui. Mais ça nourrit une vie aussi, je veux dire, une manière d'appréhender le voyage que vous avez fait aussi. Bien sûr, et de faire des observations à différents niveaux, oui, bien sûr. Je vous dis ça parce qu'en fait, les liens de parenté, l'influence du milieu géographique, de la famille élargie, la part subjective du récit, la place de l'individu dans sa propre histoire et dans l'histoire, et la trace qu'il laisse dans la mémoire, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est exactement ce que lui, c'est ce qu'il prenait, c'est ce qu'il travaillait, mais vous l'avez fait à votre manière aussi. C'est peut-être pas une famille élargie l'Amazonie, mais elle est à la fois autrichienne, américaine, française. Oui. Il y a un lien de parenté, on le sent, dans votre approche et de votre regard. Alors, j'ai envie de vous dire, mais comment est-ce qu'il était? Parce que vous êtes si rieux, si spontané. Mais lui aussi. Oui, c'est pas l'image qu'il donnait, évidemment. Il avait une image plus austère. Attendez, je vous lis un petit témoignage que j'ai trouvé sur Internet de Françoise Héritier, qui lui a succédé au Collège de France. Alors elle dit de Claude Lévi-Strauss, bien sûr dans les rapports individuels, il fut un être d'amitié, de confiance, qui a toujours protégé celles et ceux qui ont travaillé avec lui, mais il n'a jamais accepté la moindre familiarité. Il avait un regard d'éléphant, avec ce petit œil perçant qui vous mettait à nu. Quand on était en face de lui, on se désagrégeait. Il fallait beaucoup de courage pour se reconstituer. Du reste, en dehors de sa famille et de ses camarades d'école, y a-t-il eu des personnes qui ont tutoyé Lévi-Strauss? J'en doute. Il y en a qui ont essayé, mais qui ont renoncé. Je me souviens une fois une Américaine que j'avais invitée à la campagne, elle m'y a passé quelques jours chez nous, elle a immédiatement tutoyé mon mari, et il m'a regardé en riant, et puis ensuite elle a compris que ce n'est pas à faire. Alors, vous avez publié un autre livre aussi, auquel vous tenez, je pense. Ah oui, bien sûr. Qui est un magnifique livre sur les Cachemires. Alors, c'est somptueux tissu indien. Cachemire, une passion française, justement, entre 1800 et 1880. Alors, c'est une œuvre colossale que vous avez faite, qui est largement inédite pour certaines informations et qui fait la synthèse de tas de choses, finalement, qui étaient disparates. Et on apprend des tas de choses sur l'industrie française des Cachemires, mais aussi sur les Indes, sur les rapports entre l'Orient et l'Occident. Mais c'est avant tout, pour vous, une
passion personnelle qui a commencé, je pense, sur les marchés aux puces, non? Oui, alors là, je dois beaucoup à mon mari parce que c'est lui qui m'a entraîné Au marché au aux puces. marché aux puces. Dès 1950, tous les samedis matins, nous y étions à 9h moins le quart. On rencontrait d'ailleurs toujours André Breton et puis quelques autres qui étaient des amateurs comme nous, parce qu'on voulait être là à l'ouverture. Et en fait, personne de nous n'avait de l'argent, mais on aimait regarder et découvrir ce que le marché, un peu comme la marée, si vous voulez, quand la marée montante tout d'un coup se retire, et ben, apparaissent des trésors que la mer a apportés. Parce que c'était un peu comme ça le samedi matin, on voulait voir ce que les puces offraient. Et on faisait des grandes tournées. Et nous n'avions vraiment pas d'argent du tout. Mais on se disait que si on avait eu un tout petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on aurait pu acheter? Alors il y avait deux sortes d'œuvres qui étaient à notre portée, et d'ailleurs on n'a pas résisté plusieurs fois. C'était les vases de galets et les châles de cachemire. Voilà. Et qui étaient à des prix tout à fait modestes, alors qu'ils avaient coûté des fortunes quand ils avaient été faits. Et mon mari trouvait très intéressant de voir la fluctuation Du marché. du marché, oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une mode? Les montagnes russes des cours. Alors, et il disait, il y a de très bons exemples d'objets, enfin d'œuvres qui valaient des prix exorbitants au moment où ils ont été faits et qui ensuite sont délaissés du public, ne valent plus rien et qui revaudront un jour. Et parmi ces œuvres, il y avait des châles de cachemire. Alors plusieurs fois, pour quelques francs, j'en ai acheté. Et alors là, j'ai été émerveillée par le travail et j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis, ça c'était en 50. Et puis en 1977, donc 27 ans plus tard, nous avons fait un long séjour au Japon. Et en revenant, j'ai dit à mon mari, ma vie va changer maintenant. Tu as fini d'écrire les grandes œuvres que tu voulais écrire. Je savais qu'il écrirait encore des livres, mais le gros était fait. Mon fils, qui commençait ses études de médecine, avait décidé de ne plus vivre avec ses parents parce que c'était trop ennuyeux, donc il vivait ailleurs, et je me suis dit... À moi maintenant. Et si je faisais quelque chose maintenant qu'on a beaucoup moins besoin de moi, et j'ai demandé à mon mari si ça l'ennuierait beaucoup que je me lance dans une recherche, c'est-à-dire que je sois absente de la maison, parfois pendant 2 ou 3 jours. Bon, il m'a dit pas du tout, que j'avais parfaitement le droit de faire ce que je voulais, et donc j'ai entrepris une recherche sur l'histoire des cachemires, parce que je m'étais rendu compte en achetant quelques pièces que les marchands ignoraient totalement où ces châles avaient été faits et quand ils avaient été faits. Alors, donc on était totalement ignorants. On ne savait pas si un châle avait été fait en Europe ou en Asie, et on ne savait pas s'il avait été fait au XVIIIe ou à la fin du XIXe. Et j'ai commencé des recherches et je m'étais dit, voilà, c'est le 1er janvier, c'était mon vœu du 1er janvier, donc de faire ces recherches, 78, et je me suis dit, à Pâques, je saurais le fin mot. Et puis Pâques est arrivé, je ne savais rien, et comme ça j'ai étudié pendant 25 ans, et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je m'étais attaqué à un sujet vierge. Un sujet récent et vierge. C'est assez invraisemblable. Il n'y avait rien en fait. Non, ça s'était passé 100 ou 200 ans avant le moment où je les ai étudiés, puisque c'était donc en 1977, et donc en 1777, il y avait déjà pas mal de châles qui venaient en Europe par la Compagnie des Indes. Donc 200 ans après, et 100 ans après, on ne savait plus rien. Mais c'est ça, oui. Et je me suis lancée dans cette recherche, et alors j'ai eu de la chance, j'ai trouvé.
Parce que tous les chercheurs ne trouvent pas, comme vous savez. Mais c'est vraiment un ouvrage passionnant parce que, oui, il y a des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oui, voilà. Mais, oui, non, mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a à la fois l'histoire des techniques, il y a l'histoire des modes, il y a l'histoire des transports, il y a l'histoire des métiers, enfin justement des métiers jacquards, de transformation. C'est passionnant, la naissance du monde industriel. Oui. Mais vous le rendez passionnant aussi. On sent que vous avez été chez les historiens, enfin vous le dites, vous avez été chez les historiens du tissu, vous avez été dans les actes notariaux pour voir de quand datait cette firme-là. C'est presque une enquête policière passionnante. Et alors c'est richement illustré. Et alors, moi je connais des tableaux que je connaissais, mais je n'avais pas fait attention au Cachemire. On a des tableaux de David, on a des tableaux de Vigée Lebrun. Et d'Ingres. Voilà. Et alors vous allez rechercher dans Balzac aussi, et chez Labiche, des extraits qui parlent. Enfin, c'est un livre merveilleux, vraiment. Merci beaucoup. Mais vous pourrez le voir ici. Hein. Je sais pas, y a-t-il des questions? Ah, voilà. Je vous passe le micro ou vous parlez très fort? Je parle très fort, enfin je pense. J'aimerais bien savoir, à propos de votre papa, il était pacifiste, c'est pour ça, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il vous a emmené en Allemagne. Enfin, c'est pas parce qu'il était pacifiste, mais c'est pour ça qu'il a refusé d'écouter les conseils que lui donnaient les amis, qui disaient qu'il ne fallait absolument pas y aller, qu'il y allait avoir la guerre et que c'était épouvantable d'emmener sa famille en Allemagne. Mais il y a passé 6 ans, et qu'est-ce qu'il en pensait au bout de ces 6 ans? Oh, ça l'a complètement détruit. D'abord, il a été mis en prison le 10 mai 40, puisqu'il était devenu un ennemi, il était belge, et donc le 10 mai 40, il est devenu un ennemi, ils l'ont mis en prison, ensuite ils l'ont mis dans un camp, et il est sorti de ce camp, enfin, complètement déprimé, et bon, il a compris qu'il s'était vraiment trompé, et je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Et il a survécu à la guerre? Oui, mais pas longtemps. Il est mort à 60 ans. Il est mort en 58. Vous pourriez donner quelques détails de votre vie à Gand? Je n'ai jamais vécu à Gand. Et je peux même vous dire... Jusque 13 ans. Non, son père était gantois. Non, je suis née à Paris et j'ai jusqu'à 13 ans, j'ai toujours vécu en France. Et où ça? Dans quel... Oh, j'ai vécu à Paris et dans le Berry. Est-ce que vous avez le souvenir je suppose que oui, de quand vous avez appris l'ampleur des exterminations dans les camps d'extermination et comment ça a affecté votre relation avec vos amis allemands, puisque vous aviez des amis allemands évidemment? Bien sûr. Mais je dois vous dire que ma mère étant juive, nous savions très très bien comment les Juifs étaient traités en Allemagne avant la guerre. Ma mère faisait partie d'un comité qui recevait les réfugiés juifs allemands. Donc, nous savions très bien tout ce qui se passait en Allemagne. Évidemment, les camps de concentration n'étaient pas des camps d'extermination avant la guerre. Ça, c'est en 1942 que la BBC a commencé à dire qu'il y avait des rumeurs au sujet des exterminations, mais il n'en était pas sûr. C'est venu peu à peu. Disons qu'en 1943, on était absolument sûr. Mais ça a commencé en 1942, on a parlé des chambres à gaz et des exterminations systématiques. La BBC le savait indirectement. Et donc comment, quand c'est devenu de notoriété publique, aussi, pas seulement pour ceux qui écoutaient la BBC, mais pour tout le monde en Allemagne, comment justement les gens en Allemagne ne le savaient pas. Mais après la guerre, quand vous avez appris... Quand eux ont appris et quand... mais moi je n'étais plus après la guerre. Vous n'êtes plus retourné. Non. Ça je raconte aussi dans mon livre. Nous avons été libérés en début mars 1945 par l'armée américaine. Libérés Parce que libérés parce que nous étions en Allemagne et donc les Américains sont entrés en Allemagne
Et là, bien sûr, on a tout de suite redonné un passeport américain à ma mère et on nous a fait revenir en France. Nous sommes revenus en France parmi les premiers. Nous sommes revenus le 8 mai 45 en France, c'est le jour de l'armistice. Et quand vous étiez en Allemagne, est-ce que la population, les gens chez qui vous étiez logés, parce que vous avez beaucoup changé d'endroit, Oui. vous faisiez sentir que vous étiez de la partie ennemie ou pas du tout? Est-ce que vous sentiez... Non, on nous faisait... Non, pas ça, parce que... les gens nous connaissaient et nous, enfants, nous allions à l'école et même, je dois dire qu'au bout de 2 ans, nous n'avions plus d'accent du tout. Beaucoup de gens même oubliaient complètement que nous, enfants, étions étrangers. Alors ma mère, on ne pouvait pas l'oublier parce qu'elle ne parlait pas un allemand parfait. Mais vous racontez même qu'en français, vous avez une trace d'accent allemand. Oh, mais quand je suis revenue en France, j'avais un tel accent allemand et c'était donc au printemps 45. Eh bien, la famille française chez qui nous habitions, on me disait, tu te tais dans la rue, même si tu te perds, tu regardes une carte devant le métro, mais jamais tu ne demandes ton chemin, parce qu'ils disaient, elle ne rentrera pas vivante. Et alors, comme nous n'avions pas d'argent du tout à ce moment-là, et que, enfin, je raconte qu'en Amérique, ils n'ont pas compris à quel point nous étions démunis, et nos parents, chez qui nous habitions, étaient démunis, et la plupart de nos amis étaient démunis, parce que tous les comptes en banque avaient été fermés, enfin, tout le monde était en manque d'argent. Alors, j'ai voulu gagner de l'argent, et j'ai trouvé une place à la radio. Alors, vous vous rendez compte avec mon accent? Donc, en 6 semaines, j'ai perdu mon accent, mais c'est vraiment avec une grande volonté. Oui, j'imagine que cet accent écorchait un peu les oreilles, surtout juste après la guerre, ça devait être douloureux. Mais vous racontez aussi une chose amusante, c'est que dans nos cours de biologie, à un moment donné, quand vous êtes en Allemagne, le professeur vous fait mettre devant la classe pour montrer ce que c'est qu'une... Oui, comme j'étais belge, on a pris toutes les dimensions de mon crâne, et pour merveille, le professeur a dit, ça colle exactement, c'est exactement les dimensions qu'on donne, et elle appelait ça la race dinarique. Vous étiez une bonne Ariel. Oui, une bonne Ariel, voilà. Et moi je me disais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. D'autres questions? Mais il y a un monsieur là-bas aux cheveux blancs qui est juste, qui a tout à l'heure, qui a demandé à parler. Et on ne lui a pas donné la parole. Si, monsieur vous a posé la question. Sur les études de médecine. Oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'autres questions, monsieur? Votre mère a réussi à dissimuler qu'elle était juive pendant tout ce temps-là. Écoutez, il y allait de sa vie, oui. Oui, bien sûr. Et souvent, on nous a demandé, parce qu'on nous avait retiré nos papiers, on nous a donné des papiers allemands, des Ausweise, et alors chaque fois on demandait, vous n'avez aucune goutte de sang juif, aucun parent juif. Et non, chaque fois on disait non. C'était pas un garçon. Et quel rapport vous avez, vous et votre famille avait par rapport à la judéité? Est-ce que c'était, bon voilà, vous savez que vous étiez juif par ascendance, mais sans cultiver Oui, vraiment... alors, dans ma famille, tout le monde parlait de notre judéité, mais nous n'étions pas croyants. Et je dirais que les marques de judéité, c'était plutôt dans la cuisine. Enfin, il y avait certains plats qu'on aimait beaucoup, par exemple, l'oie. On aime beaucoup l'oie. Le coudois farci. Oui, des choses comme ça. Alors, je dirais que notre judéité, elle était plutôt culturelle qu'autre chose. Voilà. Mais sans ça, du côté de ma mère, on faisait partie des Juifs qui avaient vraiment envie de s'assimiler et de ne pas, si vous voulez, et de ne pas marquer la judéité par rapport aux autres. Mais jamais on a dissimulé qu'on était d'origine juive. Et votre maman travaillait en Allemagne? Alors, quand mon père a été mis en prison et qu'il n'y avait plus d'argent, elle a été obligée. Elle ne savait qu'une chose, c'était très bien parler le français et l'anglais, puisqu'elle avait un master's degree d'un collège américain,
et qu'elle avait le bachot français. Donc elle a été à la Berlitz School et elle a enseigné. Il manquait beaucoup de professeurs en Allemagne puisque tout le monde était mobilisé. On l'a mise à l'essai 8 jours et puis après elle a été presque aux travaux forcés. Elle revenait, elle était claquée. 8 heures d'enseignement, on devient fou. Hein. Mais il fallait ça pour payer. Nous habitions une pension, il fallait payer. Mais quand vous étiez enfant et votre frère aussi, est-ce qu'il y avait moyen d'échapper aux jeunesses hitlériennes ou on devait absolument en faire partie? Ah non, pas en tant qu'étranger, ça on n'était pas obligé. Parce que vous étiez étranger. Ah oui, oui. Mais les autres y allaient. Je pense, oui, c'était à peu près obligé. Oui. Mais vous avez dû faire le signe Heil Hitler et des choses Non, comme ça? je ne l'ai jamais fait. Jamais. En Non. classe, il ne fallait pas quand un professeur, je ne sais pas comment ça se passe. Non, non. Mais vous racontez une anecdote. Moi, je ne le faisais pas. Vous avez raconté une anecdote dans le livre, Oui. comment vous avez fait pour éviter la seule Oui. fois où vous auriez dû peut-être. Oui, voilà. Oui, je raconte. Racontez-le, parce que c'est assez étonnant quand même. Ben, en principe, quand on rencontrait à l'extérieur du lycée un professeur, il fallait le saluer. Et comme on était élève, il fallait saluer le professeur. Donc, il fallait lever le bras et dire « Allez ». Mais ça, il n'en était pas question, je ne voulais pas le faire. Et comme je connaissais bien mes professeurs et que j'avais des rapports avec eux, je savais ça, je leur disais bonjour et ça allait très bien. Bon. Mais le directeur, je ne le connaissais pas du tout, c'était un nazi, il était souvent en uniforme. Et un jour, je le croise sur la place devant le lycée et je me suis dit que là, il fallait que je trouve quelque chose. J'avais un morceau de pain dans ma poche et j'ai mis le morceau de pain dans ma bouche. Et j'ai simplement baissé la tête en passant devant lui pour qu'il comprenne que je ne pouvais pas parler parce que j'avais la bouche pleine. Et alors après, après je suis rentrée au lycée et à la prochaine récréation, quelqu'un est venu me dire « Le directeur souhaite vous voir dans son bureau ». Alors je vais dans le bureau en me disant « Ça va barguer, ça va être horrible, je vais devoir lui dire que j'avais tellement faim, enfin je ne sais pas comment je vais m'en tirer ». Et le directeur me fait asseoir et il m'a dit « Je vous ai fait venir parce que je veux que vous sachiez que ce n'est pas à vous de me saluer. Vous êtes maintenant une junge dame, c'est à moi, en tant qu'homme, de vous saluer. » Moi, je suis tombée. Parce que je m'attendais au pire, je suis sortie de là en me disant... Et ça, c'était en 1944, juste avant que je passe le bachot, et je me disais, enfin, ce sont des fous, ces nazis, ils pensent à des histoires de protocoles comme ça, enfin, dérisoires, alors que la guerre... C'était incroyable, mais je pense que c'était tout à fait typique, ils ne vivaient pas dans la réalité. Hein. Et ces souvenirs, en fait, vous les aviez enfouis ou ils sont revenus au moment où vous avez décidé d'écrire, ou bien ça vous a toujours accompagné, vous avez entretenu ça pour vous-même finalement ou pas? Ben, c'est très difficile de ne pas penser à des choses... de Oui, cet ordre-là quand elles vous sont arrivées. Mais on pourrait fermer la porte et dire moi j'oublie ça. On ne peut pas, c'est trop remuant. Je veux dire, on y pense tout le temps. Et même, j'ai beaucoup souffert, et là je crois que je ne suis pas la seule. Après la guerre, j'aurais voulu en parler, ça m'aurait soulagé d'en parler aux uns et aux autres. Et personne ne voulait entendre parler de ce que j'avais vécu pendant la guerre. Ça, c'est sûr. Même dans votre milieu, dans votre famille? Oh, dans ma famille, ils ont changé le sujet immédiatement. S'il y a une chose qu'ils ne voulaient pas entendre, c'était ça. Et ça m'a vraiment pesé. D'autres questions, monsieur? C'est indiscret de savoir comment vous avez traversé cette période sensible, effectivement, après la guerre, parce que vous ne pouviez pas en parler, vous, avec vous-même, si j'ose demander. Ben, voilà, on se fait une raison, mais je dois vous dire que quand il y a eu des récits qui ont été publiés à partir des années 70, et surtout en Allemagne, quand il y a eu des autobiographies
d'Allemands qui ont paru, qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre. Ça m'a énormément aidé, je les ai lus et enfin j'ai compris que enfin on pouvait parler de toute cette période et de tout ce qui était arrivé. Et bien sûr, il y a eu aussi les réchappés des camps. Mais je ne peux pas me comparer mon lot à celui de quelqu'un qui a été en camp de concentration, parce que c'est tout à fait... Donc vous étiez d'autant plus isolé que vous ne pouviez vraiment pas raconter cette enfance dans la gueule du Mais loup. après la guerre, il y a eu, en 70, il y a eu tout un tas de récits, surtout d'Allemands. Je ne sais pas si vous les avez lus, comme Victor Klemperer ou d'autres qui ont raconté comment ils avaient vécu la guerre en étant à moitié cachés de l'intérieur, mais sans être mis en prison. Monsieur, vous avez encore une question? Oui, je n'imaginais pas qu'il y ait des étrangers ennemis en liberté en Allemagne jusque maintenant. Est-ce qu'il y avait beaucoup? Est-ce que vous côtoyez d'autres étrangers libres? En fait, il y en avait très peu. Il y en avait très peu. Et par exemple, en classe, j'ai été dans plusieurs lycées à cause des bombardements. Nous avons changé de domicile et de ville plusieurs fois. Eh bien, il n'y avait jamais eu d'élèves étrangers. Il y avait très peu d'étrangers pendant la guerre en Allemagne. Mais il y en avait quelques-uns tout de même, puisque mon père a été mis dans un camp avec d'autres étrangers. Voilà, je ne sais pas si on continue de façon plus informelle, ou bien si vous avez encore des questions comme ça, sinon vous avez peut-être envie de parler avec Madame Lévi-Strauss, pas comme ça, de façon plus informelle. D'autres questions, ou bien sinon... Voilà, je propose qu'on continue de façon plus informelle, autour d'un verre, puisque je vois qu'elle est belle. Merci beaucoup. Merci Madame Lévi-Strauss.